Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine, un épisode extrêmement dense où nous parlons de la Coupe d'Europe et la qualification historique du Cercle des Nageurs de Marseille pour le Final Four à Malte qui se tiendra à la fin du mois de mai. Également des championnats élite qui débute avec les demi-finales aller, la fin du championnat élite féminin et l'avant-dernière journée de la Nationale 1. Allez, c'est parti! Pour attaquer cet épisode, on attaque avec la belle surprise de cette semaine, la qualification de Marseille au Final Four, avec une victoire à l'extérieur, 18-6. Avant de détailler ces matchs, on va quand même annoncer, puisque les 4 équipes qui iront à Malte sont connues, à savoir Marseille, Belgrade, et il faudra juste déterminer la première place lors du dernier match, Ferencváros et Barceloneta. Frédéric, on attaque sur Marseille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Christophe, écoute, je vais te dire que les Marseillais nous mettent un petit peu dans l'embarras journée après journée parce que on commente leur performance et on est un petit peu à court de superlatifs. On avait déjà dit beaucoup de choses positives après Olympiakos. On était monté d'un cran encore pour le match de Novi Beograd et là, écoute, là c'est la copie parfaite. Un match où il y a un seul domaine où Split aura battu Marseille, c'est les ballons à l'engagement au début de la période. Je crois qu'ils ont fait 4 sur 4. Pour le reste, ça a été un récital. Un récital, j'ai pas peur des mots. Ils se sont fait, les Croates se sont fait atomiser avec des partiels de score qui peuvent paraître un peu effrayants, mais 8-1, 12-2. Marseille a prouvé. On va rentrer dans le match un petit peu après, mais sa valeur, on le dit depuis un petit moment. Ils avaient gagné que 9-7 à l'aller contre Split. On avait dit que Split jouait plus rien. Mais des fois, les équipes comme ça, dans un baroud d'honneur qui jouent plus rien à la maison, elles veulent prouver qu'elles sont au niveau et ils sont quand même allés gagner à Olympiakos. Mais là, ils se sont fait transpercer à tous les niveaux. Performance incroyable des Marseillais. Oui, Split, c'est pas le premier venu. C'est une équipe habituée aux joutes européennes, qui a une histoire importante, puisqu'ils étaient, on l'évoquait, dans un épisode précédent, en demi-finale en 93 contre Nice, qui était déjà donc le premier club en demi-finale, mais sur une formule différente. Et là, même si ils avaient rien à jouer, jouer une équipe croate, on sait que c'est jamais simple et qu'ils viennent pas en victime. Là, ils avaient vraiment la tête dans le sac très rapidement parce que Marseille les a étouffés dans une performance, tu l'as dit, XXL. Limite, on pourrait qualifier presque de boucherie, parce que ils ont quand même dans la cage Biac, qui n'est pas le premier venu non plus, qui est le gardien de l'équipe nationale, et qui a été complètement impuissant dans ce match, puisqu'il finit même avec 3 arrêts uniquement sur les 16 tirs, sur 16 tirs. Donc, faible performance. Il a même quasiment fini écœuré parce que il a envoyé le dépit. Bon, c'est un gardien toujours un peu expressif, mais on voyait le dépit parce que de près, de loin, à gauche, à droite, il s'est fait transpercer de partout. Il a lâché le bonnet début de 4e parce que je pense que la coupe était pleine et qu'il en avait marre. Tu avais souligné contre Belgrade quand même une stat importante de 67% au tir qu'ils ont réitéré sur ce match-là. Ils font à nouveau 67% au tir. Les gens prennent peut-être ça comme ça sans accorder beaucoup d'importance. Mais 67% à ce niveau-là, c'est prodigieux. Déjà, quand tu fais 50, c'est déjà une perf assez exceptionnelle. Mais je me répète, tu tires 3 fois, tu marques 2 buts. Non, Marseille a été pas bluffant parce que et tu vois, quand ils se sont détachés, le match était très important pour eux. Il n'y a pas eu de points levés. Ils sont sûrs de leur force et donc pour eux, le résultat est logique. Pour moi, il est logique. La manière l'est un peu moins quand même parce que je pense que dans les annales de Jadran Split, des partiels, comme je me répète, mais 8-1, 12-2, j'allais presque dire que le 18-6, finalement, est presque flatteur sur la fin. Oui, parce qu'il marque 3 buts dans la dernière période, un peu comme l'avait fait Belgrade
remportant la dernière période lors du match précédent où, rappel, donc c'était 14-9, hein, Marseille s'était imposé à domicile 14-9 et ils avaient pris 5-2 dans la dernière. Bon là, ils gagnent, dans ce match-là, ils gagnent la dernière période 5-3 avec aussi quand même à préciser, donc les deux équipes ont procédé à un changement de gardien dans la dernière période. Arshak Ovanessian a aussi contribué à cette victoire. Donc il est rentré dans le but. J'ai trouvé une équipe, en fait, quels que soient les joueurs qui étaient dans l'eau, il y avait une homogénéité, une envie de tous assez impressionnante. Et bon, c'est forcément l'enjeu n'était pas le même et on le disait qu'ils étaient déjà la tête dans ce match-là, qui était le match qualificatif du coup. Pareil, hein, j'avais donné déjà cet exemple-là, mais pour moi c'est Dr Jekyll et Mr Hyde quand on voit l'envie qu'il y avait dans le match contre Montpellier. Ça n'avait rien à voir. Enfin, ils étaient morts de faim. Moi j'ai découvert presque, c'est pas découvert, mais je pense qu'ils ont un nouveau défenseur pointe aussi à Marseille, qui s'appelle Michael Bodegas. Il fait défenseur pointe. L'action d'après, il se retrouve à jouer à la pointe. Il prend une exclusion, enfin, présent dans tous les domaines, même si sa ligne statistique est pas très, on va dire, si on prend juste les buts, tout ça, mais il a fait un travail dans l'ombre assez impressionnant. À un moment, il donne un but tout fait. On lui fait la passe en contre-attaque. Il fixe. Il donne la balle. Son coéquipier, presque, alors je ne sais plus qui c'est qui finit à ce moment-là. Je crois que c'est peut-être Alexandre Boué qui a juste à la pousser presque au fond. À un moment, en fin de possession, reçoit la balle. Il met à l'aube. Le lob, il est parfait. Hein, équerre, poteau, claque. Non, mais le problème, c'est que Christophe, c'est quand tu coaches l'équipe adverse, sur qui tu prends une option défensive en te disant, lui, on peut faire, alors je ne vais pas dire une élective, comme ça se faisait un peu avant, mais sur qui tu prends une option en te disant, bon, bah lui, on va laisser un peu. Tu peux pas prendre une option sur Hugo. Hugo, il a mis 2 super shoots d'entrée de jeu, avec, on en avait parlé du fameux shoot avec le bras sur le côté, et la petite fixation qui va bien et qui finit en force. Thomas, je t'en parle pas, tu as vu les 2 premiers buts qu'il met aussi. Clac, je prends la balle, je monte. Tu prends une option sur Perlenovic? Non. Sur Boué? Non. Angual, il a un bras. Tous les joueurs sont dangereux. Et d'ailleurs, tous les joueurs marquent. Il n'y a plus aucune équipe maintenant qui défend complètement au pressing parce que les pointes sont tellement fortes que donc tu défends quoi 10-12 secondes au pressing, puis sur la première faute, tu reviens défendre à l'intérieur ou en M. En pointe, tu te retrouves avec, tu l'as dit, Mike ou Spahic qui a fait un match courageux, ou des fois Thomas. Si tu fais une intérieure, tu as vu les shooters que tu as, mais ils ont une équipe qui est très, très, très solide. Et alors, toutes les équipes qui vont rencontrer au Final Four sont solides, évidemment. Enfin, là, quand même, les 3 derniers matchs de Coupe d'Europe, plus 5, plus 5, plus 12. On avait dit oui, ils ont joué à la maison les 2 fois, mais finalement, le meilleur match qu'ils ont fait de cette poule, ça sera, enfin, le plus gros écart, ce sera finalement à l'extérieur. Et les Croates, qui n'ont pas l'habitude quand même de se faire rouster comme ça par des Français, parce qu'il y a quand même une majorité de joueurs français, on finit par, de dépit, alors Biac, il est sorti de la cage. Les autres, ils ont commencé à mettre des taquets un peu à droite et à gauche sur Thomas, et puis ensuite celui sur Mike, il est un peu plus visible et plus impressionnant. Ils auraient 2 cartons rouges parce que tu n'as plus les solutions, tu te frustres, tu te fais casser la bouche à la maison devant tout le monde. C'est une humiliation, quoi. Une humiliation. Tu sais, Christophe, on Ouais, l'a pris, nous, à l'époque, quand on jouait ces équipes-là, on les prenait, c'est nous qui les prenions les 12-2. Donc, on sait très bien ce que ça fait de faire casser en deux et d'être impuissant et de pas pouvoir faire quoi que ce soit. Bah là, écoute, les choses ont changé et tu vois, l'équipe nationale, elle s'est décomplexée, je pense, avec d'abord cette 6e place au championnat du monde où, il faut le rappeler, ils sont à 2 doigts quand même de battre l'Espagne en quart et de faire une demi. Certes, ils sont pas allés à Tokyo, mais ils font nul avec la Grèce. Ils perdent qu'au pénalty pour la qualif. Et puis après, ils ont fait 4e à Doha. Quand tu fais 4e d'un championnat du monde en perdant une demi-finale au pénalty, les complexes, tu les laisses au vestiaire. Les mecs comme Mike, Hugo, Thomas, ils font pas de complexes. Puis après, ça t'amène le reste de l'équipe. Le reste de l'équipe suit et en fait, tu entraînes. C'est un espèce de mouvement vertueux. Et non, une équipe top niveau et Split sans solution, sans solution. Ouais, pour illustrer un peu, tu parlais de la réussite hein, de tir, donc 67% pour Marseille. Anguial, c'est 2 sur 2. Kruzia, 2 sur 2. Spahic, 2 sur 2. Perlajnovic, 2 sur 3. Vernou qui a fait un match pareil, elle était au four au moulin.
4 sur 4, hein, il a été bien agité par l'équipe adverse. Hein, il savait que c'était un des joueurs à contenir. En plus, bon, bah, il a extrêmement bien répondu. Laroumbé, bon, malheureusement, 0 sur 2. Alexandre Bouet, 5 sur 9, hein, qui a pris pas mal de tirs. Marion Vernou, 0 sur 2, mais avec des tirs en fin de possession compliqués. Et enfin, Mike Bodegas, 1 sur 1, mais voilà, comme je le disais, il a pas mal travaillé dans l'ombre, en récupérant des ballons en défense, en donnant des ballons faciles en attaque, prenant des exclusions. Spahic aussi, hein, finit au moins une zone plus facile au poteau. Enfin, c'était, je pense qu'il fait, franchement, oui, ça s'est vu, hein, dans le match. Voilà, Laroumbé, Dégoûté, ils ont dégoûté les Croates. Laroumbé, il fait 0 sur 2, mais Laroumbé, il a joué quasiment exclusivement poste 1, mauvais bras, donc vraiment, vraiment à la distribution. D'ailleurs, c'est un joueur qui est très précieux à la distribution parce qu'il il balance des caviars quand même, mais il a le bon tempo pour donner la bonne passe. Et tu vois, quand il joue pas à ce poste-là, poste 1, il fait 3 sur 3 contre Belgrade. Quand il est dans l'axe et qu'il peut shooter, il a un shoot, hein. Et je sais pas si tu as vu l'intensité en attaque de passe, pas un ballon qui tombe dans l'eau. Ça recherche toujours l'extra passe pour que le coéquipier arrive, même si tu es déjà dans une position favorable, et ben ça rejoue quand même la passe supplémentaire pour mettre l'autre coéquipier encore dans une meilleure situation. Et la performance défensive, parce que Artesanovic a été très très fort, il n'y a pas de souci, des arrêts à deux mains, des machins, mais si tu regardes les défenses, comme ça monte, tu sais quand ça monte en jambe avec le bras levé, mais ça tombe pas dans l'eau, ça monte, ça agresse, ça coulisse des deux côtés, les mecs au bout d'un moment, ils peuvent plus shooter, ils peuvent plus passer en pointe, et puis voilà, ils se font ouvrir en contre-attaque. Il faut vraiment pas banaliser ça, parce que, tu sais, Marseille, si tu étais revenu de Split avec une défaite et qu'Olympiakos, parce qu'on va en parler quand même après, Olympiakos a été quand même à 2 doigts de gagner à Belgrade, tu vas jouer quand même un dernier match pétrin, au Pirée, tu sais pas, les arbitres, le truc, et les mecs auraient joué leur qualif. Là, je sais pas si on se rend bien compte, ils sont non seulement qualifiés au Final Four, mais à une journée de la fin. Ils se sont qualifiés en 5 matchs. On critique quand c'est pas bien, mais là, quand même, chapeau bas parce que l'équipe est à un niveau de perf qui est. Et puis tu sens que j'ai l'impression de l'extérieur que ça a l'air de rigoler. Bon, les victoires, c'est sûr que ça t'amène plus à rigoler, mais ça joue collectif. C'est collectif. Voilà. Il y a pas de mec qui veut faire son petit numéro. Très, très, très forte équipe. Oui, une grosse force, voilà, je le disais tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a impressionné vraiment dans ce match, c'est la force collective, le fait qu'il y a eu beaucoup de rotation. L'équipe, elle bouge pas, ça continue, beaucoup de déplacements défensifs, ça remonte vite au porteur. Tesanovic, tu l'as dit, hein, il fait un match de fou aussi, hein, 11 arrêts sur 16 tirs, quand même, et Arshak, 1 sur 5. Donc ça montre aussi, voilà, c'est bon, c'est la fin de match, le match il est plié, on a vu que ça faisait tourner. Après, bon, ils avaient pris 2 cartons rouges, donc un peu moins de rotation du côté croate. Pour moi, il y a vraiment ça, c'est la force collective là qui a été mise sur ce match-là et qui a été tout de suite imposée, hein. Je pense que les Croates, je pense c'est sûr qu'ils ne pensaient pas prendre autant de buts. Mais déjà, d'entrée, tu l'as dit, hein, 4-0 première période, 8-2 à la mi-temps, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que l'entraîneur, il n'avait pas de solution à proposer. Tu l'as dit, Biac qui sort, tu vois qu'il était dégoûté du match, la frustration, hein. Bon, il y a quelques internationaux, hein, dans cette équipe aussi, hein, Fatovic, déjà. rouge. Ouais, Fatovic, Caprin, rouge. Bijac. Il manquait Marinic, Kragic, mais je pense qu'il n'aurait pas changé grand-chose. Et puis, il y a Butic aussi qui joue dans l'équipe nationale. Puis, tu as vu ces zones plus, quand ça shoot vraiment à la fin. Et le but de Spahic, il est très révélateur quand même. La circulation de balle, au bout d'un moment, les défenseurs, psychologiquement, quand tu vois que le chrono est descend, tu es amené à monter sur le porteur. La balle, elle arrive à l'aile, tu finis au poteau, il la pose il la volaille pas, il la pose dans la cage. Il y a vraiment une distribution de jeu avec des mecs qui sont, voilà, il y a une équipe de soldats, il y a des soldats, mais des soldats très talentueux quand même, hein. Tu as des mecs qui brillent pas beaucoup, mais Veloto, Laroumbé, c'est quand même des sacrés joueurs. Alors, c'est moins flashy que d'autres joueurs, mais la perf collective. Et puis Miloš, écoute, il récolte peut-être les fruits d'un travail qu'il a entrepris il y a quelques années. Et je trouve, il a trouvé la bonne formule. Et puis tu vois, la transformation aussi de cette équipe, c'est pour moi, hein, aussi, pas que, mais
c'est vraiment ce repositionnement de Thomas. Je parle toujours de ça. Mais quand tu es gardien et que tu vois ce mec-là arriver quand même à 6-7 mètres, t'es pas tranquille. Avant, il jouait qu'en pointe, quasiment. Et puis, on l'a découvert à Doha avec les résultats que l'on sait. Et en fait, il a ce rôle-là où, en fait, tu t'aperçois qu'à la périphérie, il fait 4 sur 4, quoi. Rien que ça. T'as pas besoin de tactique, hein, vraiment, avec ce type de joueur-là. Il prend la balle à 7 mètres, il envoie. Et puis, ça repose tout le monde. T'as pas besoin de produire beaucoup d'efforts pour marquer le but. Je vois d'extérieur que ça prend du plaisir, ça surjoue pas. C'est pas l'exploit de l'année. Ils sont là, ils sont sereins, ils sont sur la force. Et ils arrivent en forme au très bon moment. Et je pense qu'ils seront durs à. Toi, tu parles de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais d'abord en championnat, il y a déjà 2 étrangers en moins. Il faut quand même le rappeler. Et puis je te dis, ces matchs-là, je veux pas. C'est dur à jouer les matchs sans enjeu comme ça. On va voir. Ils jouent à Montpellier, c'est la demi-finale du championnat. On verra déjà s'ils font le même match que contre Montpellier au Catalan la semaine dernière. Tu as parlé à juste titre d'une homogénéité constante, quel que soit le joueur qui rentre. Mais c'est ce qu'on disait contre Belgrade ou même contre Olympiakos. Ils ont 13 joueurs, voire 14 joueurs de haut niveau. Donc effectivement, Miloš, il fait des rotations 2 par 2, 3 par 3. Et d'abord, ça te permet d'avoir un niveau d'intensité défensive ou de déplacement, de contre-attaque physique et tout ça élevé. Et puis, il n'y a jamais de creux. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de creux, hein. Il y a eu un petit temps faible à Belgrade où ils ont pris un petit peu l'eau à un moment donné. Ils ont pris un 3-1 ou 4-1, mais bon, ils sont bien revenus quand même. Mais sur les 5 matchs de Coupe d'Europe depuis le début de cette campagne-là, en tout cas, il n'y a pas de creux. Ça joue stable tout le temps. Et moi, je te dis, l'Europe du polo, tu sais, Marseille, c'était le club, machin, qui est toujours champion de France, mais qui, bon, en Coupe d'Europe, finalement, à part l'Eurocup. Mais là, ça parle, ça observe. Tu mets pas 18-6 à split comme ça au hasard. Tu mets pas 2 fois 5 buts à la maison. Et Marseille arrivera, en tout cas, au Final Four en étant d'une part respecté et craint. Moi, je te dis, ils sont dans une phase ascendante. Ils ont des armes, ils y croient. Ils ont foi en leur projet, ils y croient. Pas facile de battre une équipe qui est talentueuse et qui croit en elle à ce point-là. Et je dis pas qu'ils seront champions d'Europe. Mais en tout cas, pour moi, ils ont leur chance, hein. Ils iront pas à Malte pour participer, hein. Ils iront là-bas pour gagner. Oui, ben, l'enjeu, ça sera d'essayer de capter la première place de ce groupe pour éviter Ferencváros de l'autre côté, sachant donc que le prochain match donc la dernière journée aura lieu le 14 mai. Tous les matchs auront lieu en même temps et à la même heure à 20h, il me semble, pour qu'il n'y ait pas de position, essayer de jouer une position plus favorable et choisir l'équipe qu'on va affronter, même si voilà, on sait, on devrait, voilà, de l'autre côté, dans l'autre poule, Ferencváros devrait logiquement finir premier. Le but pour Marseille, je pense, c'est quand même d'éviter Ferencváros, même si voilà, ils se retrouvaient en demi contre Barceloneta. Enfin, en tout cas, quel que soit l'adversaire, ça sera compliqué. Mais comme tu l'as bien dit, je pense qu'ils sont au même niveau. Là, maintenant, je les vois vraiment au même niveau que les 3 autres équipes. Et que ils pourront jouer vraiment leur chance à fond. Ouais, il faudra essayer d'aller gagner à Olympiakos parce que je vois quand même Belgrade bas de split. Donc, il faudra gagner à Olympiakos. Pour Olympiakos qui joue plus rien, mais bon, ils ont changé d'entraîneur, hein. Tu sais, Koljanin, là, le Croate, il a sauté après le match au cercle, après la défaite. Donc, ils ont pris une Toscas pour le remplacer. Quand il y a un changement d'entraîneur, tu as toujours quand même un sursaut, quel que soit le sport, des cartes qui sont redistribuées, un entraîneur qui veut montrer un petit peu, qui imprime sa patte. On verra, ça ne sera pas un match facile pour Marseille, hein, parce que Olympiakos, c'est quand même une. Moi, je les voyais même au début de saison, possiblement candidats à la victoire finale. Et eux, par contre, ils se sont bien ratés. Ils auraient pu, j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient offrir la première place à Marseille sans avoir besoin de jouer le dernier match parce qu'ils menaient à Belgrade vers la fin du match. Et puis bon, ils ont fini par perdre. Mais c'est Marseille et on se répète, mais on n'a pas beaucoup, nous, en club, de motifs de satisfaction dans notre petit water polo. Mais là, quand même, performance majuscule et encore une fois, sans faire le match du siècle, hein, pour moi, ils sont à leur niveau, un haut niveau. Ouais, ouais. Et ben, ça fait quand même aussi donc une bonne transition par rapport à ça, puisque tu évoquais un sursaut avec ce changement d'entraîneur à Olympiakos. Tu l'as dit, donc ils ont failli l'emporter, mais Belgrade s'en sort effectivement
en gagnant 16-15. C'est joué dans les derniers instants. Il y avait 8-11 à la mi-temps en faveur de Belgrade. Une troisième période de partout et une dernière période remportée par Olympiakos, quand même 5-3. Mais voilà, Belgrade a réussi à conserver son avance et du coup, qui, dans cette dernière journée, déterminera le premier et deuxième de ce groupe. Ouais, je suivais le match à côté, enfin, pas les images, mais le score. Et puis, effectivement, je pensais que c'était cuit. Et puis, Olympiakos s'est passé devant à 14-13. Donc, je me suis dit, tiens, au même titre que la dernière journée, il y avait eu un coup double avec la victoire de Marseille contre Belgrade et dans le même temps, Split qui allait gagner Olympiakos. Je me suis dit, ça va se bis repetita. Et puis, non, non, finalement, les Serbes, dans un sursaut, ont réussi à repasser devant. Et voilà, écoute, Marseille ira chercher sa qualif à Olympiakos. Mais très honnêtement, sur ce que je vois actuellement, ouais, sur la dynamique, parce que la dynamique, c'est important quand même dans une saison. Tu as des mauvaises dynamiques où tu t'en sors pas, tu sais pas trop pourquoi, parce que tu travailles bien, mais tu arrives pas à le répercuter en match. Et ben eux, ils sont dans une dynamique où, je vais pas dire tout rigole, mais un peu quand même. Et je les vois bien aller finir l'affaire là-bas. Et voilà, écoute, ça faisait 32 ans qu'on attendait à nouveau un club qui brille en Europe. Et puis Marseille décroche ce sésame-là, qui n'était pas du tout joué en début de saison. Donc voilà, si on veut nous inviter à Malte pour peut-être faire des commentaires pour le match qui opposera Marseille à une des autres équipes, on est partant, vous pouvez nous inviter. Bah, on sait qu'Aurélien Cousin nous suit régulièrement. Donc, comme c'est le pape un peu du water-polo maltais, s'il peut nous trouver quelque chose, y compris un hébergement pour deux grands garçons, ça le fait. On peut partager la chambre. Oui. Du coup, dans l'autre poule, on n'était pas dans l'ordre chronologique puisque Marseille et Belgrade, donc les vainqueurs, jouaient donc mercredi soir, mais mardi soir, on avait donc l'autre groupe et donc Ferencváros qui s'impose un peu moins facilement que dans les matchs précédents, 15-11 contre une belle équipe de Savone, mais voilà, une première période remportée quand même 5-1. Savone remporte la période 2 et 3 avec 4-3, puis 3-2. Et enfin, Ferencváros remet 5-3 dans la dernière. Un petit commentaire, Frédéric, ou je donne le résultat de l'autre match? Non, Ferencváros, il fallait quand même qu'ils finissent. Parce qu'ils ont Barceloneta qui est juste derrière eux, donc il fallait qu'ils finissent. Je pense pas que Ferencváros ait une préférence entre jouer Belgrade ou jouer Marseille. Je pense même peut-être qu'ils préfèrent jouer Belgrade. Eux, ils sont dans cette logique de gagner leur match, hein, donc ils calculent pas. Et c'est un match honorable quand même de Savone, hein, parce que à Budapest comme ça, qui est capable de mettre des fessées quand même à pas mal d'équipes. Écoute, la bande à Angelini a fait bonne figure. Ouais, et dans l'autre match, du coup, Oradea accueillait Barceloneta. Et bon, Oradea, c'est un petit peu le petit poussé de ce Final 8 qui perd donc à domicile 8-14. Hein, tu l'as dit, un Barceloneta qui est juste en embuscade derrière Ferencváros, qui les avait battus à domicile. Peut-être quelque chose quand même non négligeable, c'est que Marseille a accueilli en stage par 2 fois. Ils avaient déjà joué Barceloneta, ils les ont accueillis il y a quelques temps en stage, et également Ferencváros qui était venu en stage à Marseille sur quelques matchs amicaux. Marseille, bon, ça reste des matchs amicaux, mais Marseille s'est imposé notamment face à Ferencváros déjà. Tu sais, les Hongrois, ils ont cette particularité d'être on disait que c'était un peu les Brésiliens du foot, mais qui peuvent, à la différence quand même des Serbes ou quoi, qui peuvent dégoupiller et qui peuvent un peu des fois se mettre à déjouer. Alors, il n'y a pas que des Hongrois dans l'équipe, hein, puisque Mandic, Dissoma et Argyropoulos, elles sont là pour compléter l'escouade hongroise. Moi, je veux les voir un peu challenger, je veux les voir un peu en difficulté, à -1, -2 au score, comment ils réagiront. Et puis, je veux les voir aussi avec un Tesanovic des grands jours. Tu sais, ça se joue maintenant à peu de choses, le polo. Les équipes sont proches. Ils restent favoris pour moi de la compétition, mais l'écart est pas. On a eu des Champions League où Reco était un peu au-dessus du lot et planait un peu. Là, ils ont une courte tête d'avance, mais pour moi, pas plus que ça. Du coup, on passe à la petite Coupe d'Europe qui n'a pour moi un peu là vu les équipes en présence
que le nom de petite Coupe d'Europe, puisque donc on avait les demi-finales retour qui opposaient donc Sabadell à Pro-Reco, match nul. Sabadell qui a contenu Pro-Reco, bon, un match qui avait pas tellement d'enjeux, mais je pense que Sabadell avait à cœur de montrer que la demi-finale à aller était un peu une erreur, hein. Donc le match finit 10 partout, sachant qu'ils avaient pris 10 buts au match aller avec un 16-6. Fierté des Espagnols à vouloir réagir. Et Pro-Reco, bon, qui était un peu, on va dire, peut-être dans une moins bonne phase, puisqu'ils sont en championnat perdus d'un but contre Brescia. Et Brescia qui est première du championnat italien. Ouais, Recco, tu l'as dit, hein, de manière assez surprenante, ils finiront pas la phase régulière de la saison à la première place, qui a pas dû leur arriver très souvent, au moins ces 20 dernières années. Donc, ils se sont fait sauter par Brescia, qui est pas le Brescia d'avant, hein, qui a une belle équipe, mais qui est pas du tout compétitif, comme peut l'être Recco. Et puis, bah, là, couplé à ce match nul-là à Sabadell, alors bon, OK, ils avaient gagné 10 buts à l'aller, ils craignaient rien pour la qualif, mais quand même, ça fait deux matchs coup sur coup là, où ils performent pas comme ils devraient le faire. Et puis, bon, écoute, ils rejoignent quand même la finale de cette Coupe d'Europe où ils seront favoris, mais j'étais assez surpris quand même de ces 2 résultats coup sur coup qui sont pas des résultats positifs. Donc on verra comment Sandro Soucno, arrive à remobiliser un peu ses troupes. Favori, je sais pas, parce que du coup, dans l'autre demi-finale, donc on avait Radniki opposé à Mladost. Mladost s'était imposé à domicile 13-10 dans le match aller. 3 buts d'avance, c'était intéressant, mais on avait dit que ça ne serait pas décisif, et ça a bien été le cas, puisque Radniki s'impose 15-8. Début de match serré, hein, on avait 7-5 à la mi-temps. Et Radniki, qui avait remporté, on l'avait dit, la Ligue régionale adriatique, voilà, qui réussit à passer en finale. Radniki, je trouve que c'est déjà costaud. Juste pour faire un petit focus sur l'année prochaine, Radniki l'année prochaine, ça va être très costaud. 3 buts maintenant sur un match aller, c'est un petit matelas, mais c'est pas non plus, l'assurance tout risque. Et puis, bah, ils se sont fait renverser, nos amis de Zagreb, 15-8, c'est cher quand même parce que sur une demi-retour, quand tu vois les amplitudes qu'il y a d'une semaine à l'autre, il y a 10 buts d'écart. Tu passes de +3 à -7. C'est pour ça que j'en reviens à Marseille, mais maintenant, il y a des blackouts comme ça dans les matchs où tu peux prendre ou tu peux mettre un 4-0, assez rapidement et en fait, tu te crois à l'abri et tout d'un coup, tu prends une déferlante et ça va vite. Ouais, ça nous fera une finale, Rangnick-Recco. Je maintiens que Recco est quand même pour moi favori parce qu'ils ont, d'abord, ils ont l'habitude. C'est quand même important à ce niveau-là d'avoir l'habitude de ces rendez-vous-là, de ces finales. Je pense que c'est une compétition qu'ils n'ont jamais remportée non plus parce qu'ils y participent jamais à cette Eurocup et je les vois quand même favoris. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la gagner dans un fauteuil, mais je les vois quand même l'emporter face à une équipe qui monte en puissance, Radniki. Et voilà, Polo serbe, un Polo qui est champion olympique, donc c'est de la qualité quand même. Les Jaksic, Razovic, il y a quand même du monde, mais je vois Recco quand même passer. Particularité aussi de cette petite Coupe d'Europe, c'est qu'il y aura un match, enfin 2 matchs pour jouer la 3e place en match aller-retour, et une finale aussi qui se jouera en match aller-retour. Donc pour ces deux confrontations, donc match aller le 10 mai. Pour la 3e place, Mladost recevra Sabadell à 17h. Tous les matchs auront lieu à 17h. Et la finale, donc pareil, Radniki recevra Pro-Reco, et match retour le 24 mai à 17h également. Donc à Punta Santana, dans cette piscine découverte. Oui, c'est toujours en match aller-retour, l'Eurocup, hein. Marseille, quand ils l'ont gagné, ils avaient reçu Jadran Nersagnovi à la maison au début. Le premier match, ils avaient gagné 20 buts et puis ils étaient allés conserver cet avantage là-bas. Donc, a fortiori, avec ce match retour à Recco, je pense que Recco s'en sortira. Mais attention, parce que le match aller, si tu finis à -4, ça gonfle un peu la confiance de l'équipe en face. Et on sait que la confiance, je reviens encore une fois à Marseille, mais je sens une équipe en confiance. Ils ont confiance en eux, ils sont sûrs d'eux, ils ont confiance en eux. Et quand tu as des joueurs de ce calibre-là qui, en plus, ont cet aspect mental que donne la confiance, ben, ça peut faire des dégâts et ça fait des dégâts justement au niveau européen. Donc voilà, des super matchs à regarder. On s'est régalé
les amateurs de polo, quand ça se joue à ce niveau-là, c'est un super sport. On vous encourage à prendre l'abonnement peut-être éventuellement pour voir des matchs de haut niveau. Il y a 2 types d'abonnements sur EuroCathlix. Soit vous pouvez voir que la Champions League ou prendre le pack complet avec Champions League, Eurocup masculin et féminin. Donc, si vous voulez voir des beaux matchs de polo, on vous invite à vous abonner et à suivre ces matchs-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grosse tranche Coupe d'Europe, mais ça en valait la peine puisque Marseille, on le rappelle, est qualifié pour le Final Four à Malte. Date à confirmer. Invitation à nous envoyer directement, lapointe@gmail.com pour nous envoyer à Malte aussi. On se fera un plaisir de s'y rendre. Passons maintenant au championnat français. Commençons par l'élite masculine qui avait donc le week-end dernier 2 demi-finales. Strasbourg qui recevait Aix-Natation et Montpellier qui recevait Marseille. Alors avant de donner les résultats, petite précision quand même, c'est que Montpellier avait un petit problème d'ordinateur et n'a pas pu assurer la diffusion de ce match. C'est un peu dommage dans la promotion de notre sport qu'en demi-finale, il y a un problème technique qui compromet les matchs, sachant qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Mais on a quand même quelques informations là-dessus, on y reviendra plus tard. Commençons tout de suite par Strasbourg-Aix. Victoire des Strasbourgeois donc, dans cette première manche du demi-finale. Victoire 14-11 dans un match un petit peu particulier, j'ai trouvé, puisqu'il y a eu un gros démarrage de Strasbourg qui a vraiment mis sous l'eau, c'est le cas de le dire, Aix-Natation, puisqu'il y avait quand même 8-2 à la mi-temps. Et une fin où Aix a réussi un peu à réduire le score, et d'où ce score 14-11, mais qui ne reflète pas la physionomie de ce match. Frédéric, un premier commentaire là-dessus? Ouais, je voulais juste apporter une précision avant de commencer à rentrer dans le match, c'est que donc la formule est une vraie formule de play-off, puisque le goal average ne compte pas. Avant, on appelait ce qu'on appelait les play-offs, mais qui n'en étaient pas. En fait, c'était une formule de coupe, puisque si tu te manquais sur un match aller et que tu prenais 5-6 buts d'écart, tes chances étaient très compromises pour le retour. Là, c'est un vrai play-off, donc avec le goal average compte pas, seule la victoire compte. Et heureusement pour Aix d'ailleurs, parce que les affaires étaient bien, bien mal engagées, comme tu l'as dit, puisque un peu je ne veux pas dire à la surprise générale, hein, mais parce que pour moi, Strasbourg était quand même favori à la maison. Mais effectivement, ils ont viré en tête à 8-2 à la fin de la deuxième, ce qui leur garantissait quand même 90% de chances d'avoir la victoire. Donc, Aix s'est remis un petit peu à l'endroit simplement dans la dernière période, hein, puisqu'il n'y avait que 3-3 dans la troisième. Donc, ils ont commencé la dernière à 11-5. C'est quand même un écart assez significatif. Ils avaient le retour de Mathieu Pesson, ils étaient au complet. Et donc, le 6-3 à la fin stoppe un petit peu l'hémorragie, mais victoire très probante des Strasbourgeois à la maison. Surtout au début, Slaven Kandic un peu absent, beaucoup de buts, je pense qu'il aurait pu éviter, en tout cas quand il est en forme, qu'il évite. On a eu quand même un très bon Popadic, un très bon Vitran qui met 4 buts, dont quelques buts dans des angles bien fermés. Sasa Micic qui a été assez décisif, alors qu'il commence souvent pas dans le 7. C'est Aubin de Nux qui commence à la pointe et il rentre ensuite. Aubin de Nux qui fait quand même un bon match, il provoque des exclusions au début. Et Sasa Micic assez important puisque sur les 3 premières actions, je crois, c'est exclusion, but, quelque chose comme ça, et peut-être un but après encore. En tout cas, quand il a pu le faire, et noter un bon Mathis Mas aussi côté strasbourgeois, et Hugo Foutani qui, dans les moments clés pour Strasbourg, pour l'instant, continue de répondre présent. Ouais, Aubin de Lux, qui est une pointe qui est assez sous-cotée, moi que j'aime bien, qui fait le job. On n'en parle pas beaucoup, joueur discret. Et puis Sasa Micic, alors on sait tous que son point fort, c'est pas la natation, mais par contre, une fois qu'il est en pointe, qu'il a pris la position, il est presque intouchable. C'est un joueur qui a un gros gabarit, mais qui est très, très, très rapide dans la rotation. En tout cas, dès qu'il a pris la balle, il tourne très, très vite sur lui-même pour se retrouver face à la cage. Et c'est, oui, un joueur massif qui n'a pas des replis défensifs super, mais par contre, une fois qu'il est placé, il est redoutable. Et ouais, Vitron qui... mais le problème d'Aix, c'est qu'ils sont quand même, comme tu l'as dit, assez tributaires de Kandic, qui a prolongé d'ailleurs au club jusqu'en 2028, qui a prolongé cette semaine.
mais qui des fois sort des matchs assez improbables. Et puis à côté de ça, des fois être un petit peu dans le dur. Ce qu'on demande à un gardien, souvent, c'est une certaine stabilité quand même de perf. Ce que fait très bien Hugo Fontani à un niveau de perf au-dessus. Et des fois, Kandic, il est un petit peu, quand il n'est pas dans un bon jour, Aix est en souffrance parce que c'est un élément clé de l'équipe. Donc là, il a pas été exceptionnel. Ouais, puis il n'a pas été trop aidé par sa défense, hein. Beaucoup d'espace laissé sur des replis défensifs ou des joueurs qui se retrouvaient un petit peu tout seuls. Une révolte aixoise un peu signée par Enzo Katz, notamment qui met 2 buts en rentrant en deuxième pointe. Luc Bertrand, 3 buts dans ce match, qui lui quittera le Pays d'Aix-Natation, malgré il avait un contrat, je crois, sur 2 ans. Mais pour, je crois, raison familiale ou quelque chose comme ça, il va rentrer en Espagne. Quelques joueurs qu'on a peut-être un peu moins vus, Alexis Drahe qui prend quelques exclusions, Lucas Bétail, un peu moins décisif que ces derniers temps. Et malgré les conditions favorables, en tout cas pour disputer ce match pour Aix, puisqu'ils avaient fait le déplacement au préalable en partant le jeudi et en allant s'entraîner du côté de Chenôve, il me semble. Ben, je les ai trouvés très emprunts, ils sont pas rentrés dans le match. Bon, peut-être très vite pris à la gorge par Strasbourg, hein, qui a mis beaucoup de rythme comme le match retour là, dernièrement. Et puis, bah, Aix qui s'est vite laissé déborder et qui a eu du mal à revenir dans le match, même si, bon, tu l'as dit, hein, c'était pas rédhibitoire puisqu'on est sur une victoire, hein, que ça soit d'1 but ou de 10 buts. Mais s'ils avaient pris une valise sur le premier match, bon, des fois, ça a des notions positives, hein, puisqu'après, derrière, on sait que bon, on est vraiment passé à côté. Là, peut-être qu'ils se sont quand même donné un peu d'espoir aussi pour dire que ben, tout n'était pas à jeter dans ce match et préparer déjà le deuxième match qui aura lieu ce samedi 3 mai. Mais tu sais, j'ai parlé de la formule de play-off, qui pour moi est mieux qu'une formule de coupe, mais la vraie formule de play-off, surtout dans un match comme ça où tu vas au bout des 2 victoires, c'est tu joues d'abord chez toi, tu vas ensuite jouer chez le moins bien classé, donc à Strasbourg, et ensuite, s'il y a une belle, tu la joues chez toi. C'est différent, crois-moi, c'est différent que de jouer 2 fois de suite comme ça à la maison, et le samedi et le dimanche, où tu dois gagner 2 matchs. C'est toujours très compliqué. Toi qui es un fan de NBA, tu sais très bien que quand les playoffs sont en 7 matchs, tu joues 2 fois à la maison, 3 fois à l'extérieur, 2 fois à la maison, le cas échéant, si tu as besoin. Mais tu fais 2-3-2. Et normalement, un playoff, c'est 1-2-1. Là, Aix devra gagner 2 fois de suite contre Strasbourg à la maison. Ce sera pas évident. Strasbourg a fait un très bon match. Écoute, les pronos sont ouverts, mais petite option pour Strasbourg quand même, qui est en forme au bon moment. Et puis bah, Aix devra au moins aller décrocher la belle chez lui. Donc écoute, tout est permis, mais j'ai une petite option quand même pour Strasbourg. C'est pas évident, effectivement, de gagner 2 matchs à domicile d'affilée, En 2 jours. En 2 jours. c'est ça. Donc, 2 jours. Si tu as 2 matchs à domicile avec 4 jours d'écart entre les deux, mais comme ça, coup sur coup, c'est pas si facile que ça. Donc, Strasbourg a fait l'essentiel, et, parce que, bon, évidemment, s'ils avaient perdu à la maison, après, il faut aller gagner 2 fois de suite à l'extérieur, c'est compliqué. Mais là, pour moi, c'est du 65-35 pour la qualif en finale. ouais, et puis si on revient juste sur statistiquement aussi, l'avantage est à Strasbourg puisque au match aller, quand Aix avait reçu Strasbourg, il n'avait gagné que d'1 but dans les derniers instants. Au retour, plutôt victoire facile de Strasbourg à domicile. La nouvelle victoire, bon, dans un match voilà, le score ne reflète pas, à mon sens, la physionomie de ce match. Et aussi, en termes de défaite-victoire, Strasbourg qui avait aussi gagné contre Marseille. Donc la dynamique positive est plutôt pour l'instant du côté de Strasbourg. Mais Aix saura défendre ses chances à domicile, sûrement dans une piscine bien remplie. Ouais, ouais, la victoire à Strasbourg, il manquait Drahe et Pesson, donc c'était quand même deux joueurs importants du dispositif d'Alexandro Simoni. Écoute, c'est ouvert, on verra, mais Strasbourg a fait ce qu'il fallait, en tout cas, gagner le premier match, mener 1-0 dans la série, et puis bah, écoute, tenter un coup dès samedi soir à Aix pour ficeler l'affaire, mais comme tu dis, Aix ne s'en laissera pas compter à coup sûr. On passe au deuxième match de cette demi-finale. Donc, comme je le disais, malheureusement, un match qui n'a pas pu être diffusé. Mais bon, le score, voilà, on avait victoire, donc un peu sans surprise, de Marseille à l'extérieur, donc qui 2 jours auparavant était à Split.
Et donc là, qui se déplaçait à Montpellier, donc victoire 16-7. Montpellier qui a joué 2 périodes avec Lazar Andrich, mais qui est passé un petit peu à côté de son match aussi, et remplacé par Dario Garcia, qui a réussi un peu mieux à tenir, on va dire, la baraque, puisque le Cercle menait 9-2 au bout des 2 premières périodes, et ensuite un score un peu plus serré, puisqu'on fait 7-5 sur les 2 périodes en faveur de Marseille. Donc bon, le match était déjà bien avancé. Marseille, dans sa dynamique et dans son rythme de la Coupe d'Europe, voilà, qui s'impose assez facilement. Et qui, pour ce match, choix de l'entraîneur, donc par rapport, on l'avait déjà expliqué, aux rotations avec les étrangers, sans Spajic et sans Perlainovic. Ouais, écoute, on avait parlé du possible danger de l'enchaînement d'un déplacement à Split où tu laisses quand même si Marseille n'a pas été dans une lutte au couteau jusqu'à la dernière minute dans ce match-là, puisqu'ils ont fait le nécessaire bien tôt dans le match, et donc ils se sont au moins évité la fatigue mentale ou quoi. Mais il faut Split, c'est une destination quand même qui est assez compliquée pour y aller. Souvent, c'est des voyages un peu pétrins. Donc, il fallait enchaîner, revenir, aller à Montpellier. Antigone sur un endroit un peu particulier. Marseille avait souffert en Coupe de France. Enfin, s'était imposé que d'un but là-bas. Et puis, bah, écoute, à l'instar du match de Strasbourg contre Aix, la décision était quasiment faite dans un score presque semblable, 8-2 pour Strasbourg, 9-2 pour Marseille. Ils ont fait ce qu'il fallait avec un Alexandre Boué de haut vol, puisque il met 7 buts dans ce match-là, dans son club formateur, hein, puisqu'il vient de Montpellier à la base. Marseille a éteint très rapidement les velléités. Il y a 16 buts, il n'y a que 4 buteurs. Hein. Thomas Vernou complète avec 5 buts, Michael Bodegas 3, et puis le dernier but, je ne sais plus qui c'est. Matteo Lena. Ouais, c'est le petit Lena, ouais. Écoute, il faut dans cette période riche en matchs, il fallait que Marseille s'évite un scénario un petit peu difficile, et puis ils ont fait le nécessaire. Ouais, et donc dans ces buteurs, pas beaucoup de buteurs, mais 100% de buteurs français. Alors qu'il y avait quand même Daniel Angual qui est pas mal en ce moment en Coupe d'Europe, donc qui finit sans but. En étranger, on avait Marc Laroumbé, pas de but non plus. Velotto, pas de but. Voilà, donc c'est toujours bien aussi quand nos petits Français s'illustrent. Et tu l'as dit, voilà, Thomas Vernou, 5 buts, Alexandre Boué, 7 buts, Bodegas, 3 buts. L'essentiel est déjà là. Donc, ouais, Marseille est dans une situation, on va pas se mentir, hein, on sait qu'ils sont en finale, on le savait avant. Je pense même que bon, s'ils font les choses quand même correctement, je vois pas quand même les autres s'imposer 2 fois. Enfin, gagner 2-1 la finale, ça veut dire gagner déjà une fois au moins à Marseille, parce que Marseille aura l'avantage du bassin. Marseille enchaîne les semaines, enchaîne les succès. Ça leur donne un petit boost de confiance aussi, et puis ça leur évite de la fatigue. Tu vois, on avait dit que Milos Stepanovic faisait une rotation intelligente. Il a mis Perlainovic au repos, qui vient de fêter son 38e anniversaire hier. Et donc, voilà, hein, les années passent, donc il faut que les gars se régénèrent un petit peu. Et puis la vraie échéance, ce sera d'abord le championnat et puis ensuite le Final Four. Un match sans encombre pour Marseille. je pense que Marseille voudra expédier cette demi-finale en 2 matchs pour se donner un peu plus de temps de récupération. Donc la finale qui est prévue le 17 mai. Tous les instants de récupération seront bons à prendre côté Marseille pour, à la fin du mois de mai, justement, se rendre à Malte pour ce Final Four. Oui, Christophe, sans oublier qu'avant ça, ils ont un match quand même très important à Olympiakos. Ils veulent finir premier de la poule, ce qui est logique. Et donc, le match à Olympiakos, bien que Marseille soit qualifié pour le Final Four déjà, est un match important. Il faut garder cette dynamique de victoire, et une victoire éviterait donc Ferencváros en demi-finale. Je pense que c'est l'objectif des Marseillais. Donc, avant ce Final Four, ils ont ce match important quand même à les gagner au Pirée. Qui sera juste avant la finale du championnat de France, le 14 mai. Exactement. On passe à la Nationale 1. Donc, comme vous l'avez vu sur tous les réseaux, Douai est champion de France avec une victoire dans cette avant-dernière journée, en s'imposant quand même assez difficilement contre Livry-Gargan 16-13. Match de titre. Donc, même si,
même si on voyait pas comment le titre allait pouvoir leur échapper. Même avec un faux pas contre Livry-Gargan, l'écart était déjà fait. Donc, écoute, Douai, 3 ans après, 3 ans après la descente, fait un beau champion, un champion incontesté, un champion invaincu. Et puis, retrouvera l'élite, hein, puisqu'ils ont donné visiblement leur accord pour remonter. Les conditions sont réunies pour qu'ils remontent l'année prochaine. Donc, ça nous fait une équipe de plus en élite et une belle équipe. Donc, c'est très, très bien. Et puis, écoute, un champion qui a pris le leadership au début du championnat, qui ne l'a pas lâché, qui avait des confrontations un peu difficiles contre Bordeaux, contre Monaco. Là, tu l'as dit, contre Livry, mais qui a réussi toujours à passer l'obstacle. Donc, écoute, un champion logique et un beau champion. Même si la première place donc est acquise, ils ont un dernier match, donc un déplacement à Bordeaux pour voir s'ils arriveront à finir cette saison invaincus ou pas. Mais je pense qu'ils auront à cœur de le faire compte tenu de leur saison. Exactement. Dans les autres matchs, on avait un AS Monaco qui recevait le Racing Club de France et Monaco qui continue son beau championnat et qui s'impose facilement 16-9, dont une dernière période 8-2. Pour quelqu'un qui regarde juste le score 16-9, on peut penser à une partie facile, mais Monaco ne menait que 8-7 début de quatrième. Donc je pense qu'il y a eu un petit laisser-aller peut-être physique du Racing, mais en tout cas sur 3 périodes, le Racing a été plus que présent et a bien défendu ses chances. Donc Monaco qui était privé de Louis Lanteriminé, le gaucher, qui est une arme offensive importante pour le club, mais écoute, a réussi à s'en sortir et finit le match sur une bonne note, 16-9. Autre match, Givors qui recevait Arnes après sa belle performance sur l'avant-dernière journée, qui perd à nouveau à domicile 14-9. Oui, Arnes qui s'impose à Givors. Si on regarde le classement, c'est à peu près logique, hein. Arnes a longtemps été dans les 4 premiers à peu près, tandis que Givors bataillait un petit peu plus bas. Donc une victoire logique avec un écart de 5 buts, pas grand-chose, pas rien de spécial. Choisy-le-Roi qui affrontait Moulins exceptionnellement à la piscine de Charenton et donc victoire des Parisiens 15-12 après une deuxième période plus que prolifique puisque 12 buts ont été marqués dans cette période au total, 7 en faveur de Choisy-le-Roi, 5 en faveur de Moulins. Écoute, ils ont changé de bassin, donc la piscine de Choisy, c'est 20 mètres de large. Charenton, c'est un petit peu plus étroit. Choisy, on rappelle à chaque fois parce qu'on souligne souvent Monaco qui est promu, mais Choisy aussi est promu. Choisy joue en National 2 l'année dernière. Et puis, écoute, ils s'en sortent dans un match où ils étaient normalement donnés favoris, avec un bon Clément Provost qui met 5 buts. Et pour un promu, écoute, Choisy fait une très belle saison, hein, ils mettent pas mal d'équipes derrière eux. Donc une victoire logique, mais il fallait encore le faire et Choisy l'a bien fait. Oui, complètement. Duel de mal classé Thionville qui accueillait Saint-Jean d'Angély. Je pense qu'ils avaient quand même envie de bien finir la saison. Il leur reste encore un match, mais qui perd à domicile à nouveau. 15-12 dans ce duel de mal classé. Ouais, Thionville qui aura réussi malgré tout à prendre 2 petits points dans la saison, dans un match contre Moulins, je crois, au pénalty, mais qui le reste du temps a été en souffrance. On pouvait espérer une petite victoire face à Saint-Jean qui est aussi dans la barque du bas, mais écoute, Saint-Jean a réussi à s'en tirer et à gagner. Saint-Jean avait déjà fait une belle perf contre Livry. Donc écoute, ils finissent la saison comme il faut et ils se sortent de ce pas-là en prenant 3 points importants pour eux. Et dernier match de cette journée, Mulhouse qui accueillait Bordeaux. Victoire par le plus petit écart de Bordeaux, 9-10, dans une piscine de Mulhouse avec plus de 400 spectateurs. Record d'affluence pour ce match. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour s'imposer contre Bordeaux. Mais le match était mal engagé pour eux puisqu'ils avaient perdu déjà la première période 5-1, malgré un sursaut dans la deuxième 2-0, mais ça n'a pas suffi pour s'imposer devant tous ces spectateurs. Déjà une bonne nouvelle de voir un bassin plein pour la réception de Bordeaux. Et puis Mulhouse, effectivement, qui a raté un peu son début de match, mais qui s'est accroché, qui n'a pas lâché et qui est allé grandement titiller Bordeaux jusqu'au bout. 10-9, victoire seulement des Bordelais. Donc Mulhouse a fait une saison un peu mi-figue mi-raisin parce que je pense qu'il y a des matchs, ils sont allés gagner à Monaco. Là, ils perdent que d'un but contre Bordeaux. Ils ont lâché des points un peu bêtement à droite et à gauche, mais en tout cas, ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Mais je pense que c'est une saison qui
potentiellement pourra leur laisser quelques regrets parce que je pense ils ambitionnaient un peu plus haut et je pense qu'ils avaient raison d'ambitionner un peu plus haut. Ouais, avec un bon Ivetic hein, qui a, je pense, marqué le plus beau but de la saison. On avait vu ça un peu sur les réseaux là. Du coup, ce qui nous donne au classement, hein, je te propose qu'on bascule sur le classement. Douai, donc pour l'instant 21 matchs, 21 victoires, donc avec 63 points, suivi de Bordeaux deuxième, 58 points. Les deux positions, celle-là et celle d'après d'ailleurs, de l'AS Monaco troisième avec 46 points sont figées. Quatrième, Mulhouse, 39 points. Cinquième, Livry-Gargan, 39 points. Sixième, Arnes, 39 points également. On va secouer tout ça pour la dernière journée et de voir qui arrivera à se positionner 4, 5, 6, puisque toutes les trois équipes, je viens de le dire, sont à égalité et potentiellement, suivant les victoires, les positions pourront changer. On est en 7e position Racing Club de France, 8e Choisy-le-Roi, qui pourrait peut-être sur cette dernière journée batailler avec le Racing, donc duel de Parisiens pour prendre la 7e et la 8e place. Et les dernières positions ne changeront pas, puisqu'en 9e, on a Givors, 20 points, 10e, Saint-Jean-d'Angély, 14 points, 11e, Moulins, 10 points, et Thionville, qui finit bien dernier, malheureusement pour eux, avec 2 points. Si on regarde le calendrier de la dernière journée, puisque tu as parlé d'un tir groupé sur les 4e, 5e, 6e places avec 3 équipes à 39 points. Donc Douai se déplacera à Bordeaux, comme tu l'as dit, avec un enjeu quand même de finir la saison sur un carton plein et de s'imposer là-bas. C'est toujours bien de finir quand même une saison comme ça. Choisy aura des difficultés, je pense, qu'ils reçoivent Monaco. Donc ce sera quand même un petit peu compliqué pour eux. On aura un match des mal classés entre Moulins et qui reçoit Thionville. Donc Moulins qui avait, on l'a dit, perdu au pénalty à Thionville. Le Racing reçoit Givors. Et donc dans les matchs qui nous intéressent pour la 4e place, position favorable pour moi quand même pour Mulhouse qui se déplace à Saint-Jean. Donc je pense que Mulhouse ira l'emporter quand même là-bas. Et dans le même temps, Arnes reçoit Livry. Si Mulhouse s'impose à Saint-Jean et que le match Arnes-Livry finit au pénalty, Mulhouse finira 4e puisque les points seront partagés. Et puis si on regarde un petit peu le goal average, pour l'instant Mulhouse est 4e puisque Mulhouse a un meilleur goal average que les autres équipes. Donc Mulhouse est en ballottage favorable puisque en cas d'une victoire, pas Saint-Jean verrouillerait la 4e place pour eux. Ce qui est un résultat quand même conforme et somme toute dans la lignée quand même de ce qu'ils espéraient, je pense. En début de championnat, on voit que la défaite de Livry-Gargan contre Saint-Jean pèse lourd, puisque Livry pourra aborder cette journée avec 42 points. Mais bon, ainsi on a décidé les bassins. On y reviendra peut-être quand on conclura ce championnat, mais je pense que, en tout cas, peut-être pour la majorité de nos auditeurs, c'est la surprise quand même de Monaco, hein, qui était promu de National 2, qui se retrouve 3e et qui a réalisé une belle saison. Et je pense que peut-être Mulhouse, Livry-Gargan, en tout cas, ne les voyait pas non plus à cette position lorsqu'ils les ont affrontés. Ouais, parce que tu peux briller en N3. La marge de la N3 à la N2, elle est pas très très haute. Donc tu peux, quand tu as un gros groupe en N3 et que tu montes en N2, généralement tu survoles un petit peu parce que comme j'ai l'écart. Par contre, quand tu passes de la N2 à la N1, là, la marche n'est pas la même. Tu rencontres des équipes aguerries, donc c'est un peu plus compliqué. Et Monaco, écoute, a 16 victoires quand même en 21 matchs. C'est quand même à souligner. Donc, a fait le boulot chez tous les moins bien classés et puis a essayé de serrer un petit peu avec le haut. On a dit que Douai montait. Apparemment, d'après les petites confidences qu'on a de Patrice Pecker, Bordeaux serait aussi partant pour monter. Ce qui nous ferait d'abord un championnat en haut à 10 si Reims arrive à trouver les fonds pour pouvoir reprendre l'année prochaine. Et puis, ça peut laisser là une porte, si Monaco conserve tous ses joueurs, pourquoi pas à eux de pouvoir être champion de France de N1 après l'avoir été de N3 et de N2. Donc, on aura une saison de N1 l'année prochaine qui sera intéressante également. Comme je l'annonçais dans un épisode précédent, je pense qu'on fera un focus aussi sur les championnats N2 pour voir un peu qui monte, qui descend. Et pareil, peut-être sur la nationale 1 féminin, profiter des fins de championnat pour en parler un petit peu aussi, dans une moindre mesure, certes, mais voilà, qui sont aux portes des championnats supérieurs. On passe au championnat élite féminin, donc il y avait sa dernière journée. Pas de grosse surprise sur cette journée. Donc on avait Lille qui avait déjà donc disputé son match, qui s'était imposé facilement à Choisy-le-Roi 38-3, en menant quand même à la mi-temps 21-1.
On avait donc Nancy qui recevait Toulon, donc on savait que Toulon était sûr de finir 6e. Et là, on sait aussi, on avait fait l'interview avec Laure, donc on connaît les objectifs élevés de Grand Nancy, surtout en cette fin de championnat, elles ont l'air plutôt en forme puisqu'elles s'imposent facilement 23-4, 14-3 à la mi-temps. Troisième match, Derby Aquitain, Bordeaux qui recevait Saint-Jean d'Angély. Et victoire un peu étriquée, 9-5 pour Bordeaux, qui, je trouve, a un peu du mal en cette fin de championnat, en tout cas en termes de résultats, c'est un peu plus compliqué. On a Nancy qui déroule et Bordeaux, qui a longtemps été deuxième, qui a un peu plus de mal en fin de championnat. Et enfin, un match Nice-INSEP, Nice qui recevait l'INSEP et qui s'impose 11-7. Et c'était le dernier match à souligner. On en avait parlé un petit peu, mais c'est le dernier match de l'INSEP féminin, probablement, puisque on a parlé notamment avec différents intervenants, que ce soit Laure Gautreau ou Alexandre Don-Simoni. Donc peut-être le projet qui doit renaître pour l'INSEP masculin et du coup qui condamne l'INSEP féminin. On verra comment se déroulera le championnat féminin l'année prochaine. Et tout ça qui nous donne un classement quasi inchangé. Lille, premier, 42, on l'avait déjà dit, c'était déjà joué 14 matchs, 14 victoires. Donc Nancy qui s'est replacé à la deuxième place avec 31 points, Bordeaux 29 points. Nice, quatrième, 27 points, cinquième INSEP, 21 points, sixième Toulon, 12 points, septième Saint-Jean d'Angély, 6 points, et choisi de Leroy qui finit sans victoire, 14 matchs, 14 défaites, ce qui nous amène à une finale à 4 qui va se jouer le week-end du 17 et 18 mai à Lille, où on aura donc un Lille Olympique Nice natation à 19h et un Bordeaux-Nancy à 20h30. Et pour moi, petit avantage pour Nancy dans ce match, puisque, je l'ai dit juste avant, l'enchaînement des victoires est plutôt, en tout cas au niveau des écarts, plus en faveur de Nancy. Et Nancy s'était imposé aussi lors de la Coupe de France. Tout à fait, Christophe. Écoute, on a été complet sur tous les divisions. Je voulais juste faire un petit focus, parce qu'un grand champion a pris sa retraite, a annoncé sa retraite cette semaine, c'est Stefano Tempesti, qui a gardé la cage de l'équipe d'Italie pendant très longtemps. Il finit sa carrière à Ortigia, en Sicile, à 46 ans. Il est dans 79, donc quelqu'un qui a eu 2 médailles olympiques, à Londres, la médaille d'argent, et puis à Rio, la médaille de bronze, qui a été champion du monde avec l'Italie, qui a gagné, je crois, 5-6 Ligues des Champions avec Recco. Un immense champion, un immense gardien, qui a grandement contribué au bon résultat de l'équipe d'Italie. Et donc, écoute, bon vent, Stefano, et bonne retraite. Oui, bon vent à lui. C'est vrai que 46 ans, on parlait souvent de la longévité aussi un peu des joueurs ces derniers temps. Là, on a l'illustration, même si on sait que les gardiens souvent vont plus loin. Mais là, 46 ans, surtout sur un sportif de haut niveau comme ça, qui a fait tant de compétitions, c'est assez exceptionnel. C'était bien de le souligner. Avant de clôturer cet épisode, je voudrais juste qu'on fasse un petit, mais on y reviendra peut-être plus en détail prochainement, sur la non-nomination du DTN de la Fédération française de natation, qui a été retoquée par le ministère, apparemment avec quelques échanges validés au préalable, mais qui finalement, ça, c'est pas le cas. Très bien. Et le candidat de la Fédération française de natation, donc en tout cas, le candidat du président de la Fédé, Monsieur Saisonial, qui est Florian Bourzeau, l'actuel sélectionneur des Bleus, qui avait candidaté donc pour ce poste de DTN, était visiblement en pole position pour le poste. On sait que les postes de DTN sont validés par le ministère, et visiblement, comme tu dis, il y avait apparemment un préaccord. Et puis, la ministre des Sports a décidé de revenir un peu sur sa position. Et donc, on est en stand-by pour le moment, puisque ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas nommé, mais pour l'instant, le dossier a été retoqué. Et alors, je ne sais pas si les parties doivent produire différentes pièces supplémentaires. On ne sait pas pourquoi le dossier a été retoqué non plus, mais pour l'instant, la validation de la candidature n'a pas été faite. Et on est dans un stand-by en attendant le DTN de notre fédération. On a parlé de Denis Hauguin comme étant DTN par intérim, donc je ne sais pas s'il faut prendre ça au sérieux ou quoi. Mais en tout cas, pour le moment, on attend.
J'ai vu le communiqué de presse de Monsieur Cézonial qui dit qu'il a envoyé un courrier ou un mail assez salé au ministère. J'espère qu'il sait ce qu'il fait quand même parce que les ministères, je ne sais pas si ça fait avancer un dossier en envoyant un mail salé à un ministère qui peut prendre la mouche et éventuellement valider son refus. Donc je ne sais pas, écoute, on aura des développements à venir, je pense, très bientôt. Affaire à suivre. Info dernière minute quand même. Souvent on a dit que nos clubs français se portaient pas très bien. J'ai vu passer une info comme quoi OSC, club important quand même en Hongrie, était en cessation de paiement et que l'année prochaine, ils arrêtaient tout aussi. Donc ça n'arrive pas qu'en France. Et dans le pays du water-polo, ça peut paraître assez étonnant, mais peut-être qu'on essaiera d'avoir quelques infos supplémentaires là-dessus. Il y a Ortigia aussi, Christophe, en Italie, qui est pas en cessation de paiement, mais qui est très mal engagé financièrement. Ils vont se séparer d'Inaba. Tempesti jouait là-bas, donc je pense aussi que peut-être qu'il y a les 46 ans, mais il y a aussi la situation financière. Donc Ortigia va pas très bien, OSC va très 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 mal. Donc voilà, il y a des difficultés un petit peu générales des clubs de polo, malheureusement. Voilà, on arrive dans un épisode assez dense en termes de résultats, mais l'actualité du water-polo était aussi dense, donc on espère que vous avez apprécié cet épisode et on se donne rendez-vous pour le prochain, mardi prochain. Merci, ciao ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.